Bonjour et merci de nous rejoindre à Bruxelles pour Ici l'Europe. Nous sommes ici en fin de semaine pour le sommet européen très attendu sur les migrations et nous en décrypterons tous les aspects avec notre grand invité qui a suivi ces négociations de près dans la seconde partie. Et dans quelques minutes sur notre plateau, débat en compagnie d'eurodéputés. Il portera sur une question de fond pour ou contre l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Mais tout de suite, retour sur le très mouvementé Conseil européen des 28 plus 1 avec ce reportage. À l'unanimité, les 28 pays membres de l'Union approuvent le projet d'accord négocié à Bruxelles entre le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu et le président du Conseil européen. Aujourd'hui, nous sommes finalement parvenus à un accord entre l'Union européenne et la Turquie. Cet accord vise à arrêter l'immigration irrégulière vers l'Europe via la Turquie. Sur Twitter, Donald Tusk confirme l'information. Le Premier ministre tchèque aussi en donnant plus de détails. Tous les migrants qui gagneront la Grèce à partir de la Turquie seront renvoyés. Ankara précise que l'accord sera appliqué dès le 4 avril. La Turquie va donc reprendre tous les migrants débarquant sur les côtes grecques, dont les demandeurs d'asile. En contrepartie, les Européens s'engageraient à réinstaller dans l'Union européenne un nombre équivalent de réfugiés syriens. Avant même la réunion, le chef du gouvernement turc l'a une nouvelle fois assuré. Le plan répond avant tout à des considérations humanitaires. Pour nous, pour la Turquie, la question des réfugiés n'est pas une question de marchandage, mais une question de valeurs humanitaires, ainsi que de valeurs européennes. Et pour s'assurer de la légalité internationale du renvoi des migrants, la Turquie sera reconnue comme étant un pays sûr. Mais le projet prévoit des contreparties substantielles pour Ankara, notamment un régime sans visa pour les Turcs voulant se rendre en Europe, mais à certaines conditions. Pour qu'il y ait une libéralisation de visa, il faut satisfaire 72 critères. Aucun de ces critères ne sera abandonné. Tous devront être pleinement mis en œuvre. La Turquie bénéficiera aussi d'une aide européenne de 3 milliards d'euros et d'une accélération du processus d'adhésion. Retour sur notre plateau pour entrer dans le dur des négociations d'adhésion avec la Turquie. Ouverte en 2005 avec 15 chapitres sur 35 entamés. Elles ont été bloquées depuis, notamment par la France, mais elles ont reçu une nouvelle impulsion cet automne lorsque les Européens ont proposé à la Turquie un plan d'action, un grand pacte pour endiguer le flux sans précédent des migrants qui tentaient de gagner l'Union européenne. Alors nous en parlons aujourd'hui avec nos invités. Ska Keller, bonjour. Vous êtes députée européenne du groupe des Verts allemande. Alors il y a un paradoxe, le groupe des Verts qui est traditionnellement tout à fait pour l'adhésion de la Turquie, mais qui quand même critique beaucoup ce qui s'y passe en ce moment. On va en parler. Vous êtes face aujourd'hui à Stelios Kouloglou, bonjour, député européen alors de la gauche unitaire européenne, c'est-à-dire le parti d'Alexis Tsipras en fait en Grèce, et la Grèce qui se trouve face à ce flux de réfugiés sans précédent, qui attend beaucoup de la Turquie, mais pas à n'importe quel prix, on va en parler bien sûr. Vous êtes avec nous aussi Adem Koumetjou, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de Unity, c'est-à-dire New European Business Confederation, une confédération en fait qui regroupe des entrepreneurs d'origine étrangère, en particulier turque. C'est votre cas. Voilà, et enfin, avec nous, Claude Rolin, député européen du Parti populaire européen, qui nous vient de Belgique. Alors justement, il y a quand même un paradoxe, et il nous vient d'Allemagne. Angela Merkel a dit que la question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne n'est toujours pas à l'ordre du jour. Là, on dit qu'il y a 15 chapitres sur 35 qui sont ouverts et qu'on va vers une accélération à cause de la crise migratoire, Monsieur Rolin, et qu'il y a une certaine logique. On dit que c'est un partenaire privilégié désormais. Je trouve qu'il y a une logique, mais en tous les cas, je conteste fondamentalement ce type de logique. On ne peut pas discuter de l'adhésion d'un pays avec un espèce de chantage par rapport au problème des réfugiés. Ce problème des réfugiés doit être complètement être différé. Ce n'est pas le même problème. Et je trouve que nous nous mettons aujourd'hui comme Union européenne dans une situation tout à fait particulière, qui est une situation où, quelque part, nous sommes dans un jeu que je qualifierais de chantage, où un pays, et ce n'est pas par rapport au pays, ce n'est pas par rapport aux citoyens de ce pays, aux Turcs, que je m'adresse, mais où le pays est dirigé aujourd'hui par un parti politique, par un dirigeant qui ne respecte pas
pas des règles de base de démocratie. C'est inacceptable. Et d'autre part, qui fait un chantage en disant je ne vous aide pas sur le problème des réfugiés si vous ne m'acceptez pas. Ce chantage dont vous venez de parler a été facilité par le fait que les pays européens n'ont pas accompli ces obligations par rapport aux réfugiés. En Grèce en particulier. Et Belgique aussi, comme vous le savez évidemment, a fermé les frontières avec la France pour 2000 des réfugiés, pour empêcher 2000 seulement de réfugiés d'y entrer, qui ont le droit d'y entrer d'ailleurs selon les lois internationales, tandis que la Grèce maintenant, dans la Grèce sont bloquées 50 000 personnes et on va voir davantage. Il y a un contentieux historique, il y a quand même un contentieux historique sur Chypre entre la Grèce et la Turquie, on le sait bien, puisque le nord de Chypre est occupé depuis 1974 par l'armée turque. Et vous êtes en train de nous dire que les Grecs sont devenus les meilleurs amis des Turcs, apparemment. Écoutez, nous étions déjà, à partir du moment que cette discussion sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, nous étions justement pour. Parce que tant que ce processus marche, tant la Turquie se démocratise. Nous l'avons vu au début des années 2000, quand ils ont commencé. Alors là, pendant cette période qu'on a commencé les négociations, Erdogan a fait beaucoup d'ouvertures démocratiques. Et on lui a lâché la main, c'est vrai, parce qu'il y a eu un gel côté franco-allemand. Je pense que l'Europe est confrontée à un paradoxe fondamental, moral et éthique. C'est-à-dire que d'un point de vue de l'accueil des réfugiés, on fait moins que la Turquie en ce sens et on essaye de donner des leçons de démocratie à la Turquie. Y a-t-il un problème démocratique en Turquie? Y a-t-il un problème de répression des journalistes, des entrepreneurs, des académiciens? Oui, certainement. Mais est-ce que l'Europe est aujourd'hui en position de donner des leçons à la Turquie? Malheureusement, non. Parce qu'aujourd'hui, la Turquie accueille 2,5 millions de réfugiés et l'Europe en accueille moins de la moitié. Et on essaye en fait de marchander aussi avec la Turquie sur un sujet qui, à mon avis, n'est pas un sujet de marchandage. Alors, Ska Keller, quand vous entendez que finalement, moralement, on n'a plus de leçons à donner à la Turquie, est-ce que c'est tout à fait vrai ou vous dites quand même, attention, on a encore des leçons à leur donner en matière de liberté de la presse quand même, ça ne nous empêche pas, même si on ne fait pas de notre mieux pour ce qui est des réfugiés, de continuer à avoir cette démarche quand même pédagogique, morale? Je pense que c'est vrai et très clair que pour les réfugiés, on doit trouver une solution européenne. C'est un problème, pas un problème, mais une chose qu'on doit arranger à l'Union européenne, au niveau européen. On ne peut pas dire que c'est Turquie qui doit avoir la solution pour tout nous, seulement parce que nous, les États membres, ne sont pas capables et n'ont pas la volonté d'accueillir les réfugiés. Et nous sommes l'Union européenne, une des régions les plus riches du monde, avec beaucoup de citoyens. Et nous ne sommes pas capables d'accueillir 1 million de réfugiés. Il n'y a que l'Allemagne, vous dites. Finalement, l'Allemagne se retrouve seule à accueillir 1 million de réfugiés. Non, ce n'est pas vrai parce qu'il y a aussi la Suède, il y a la Grèce, il y a aussi des autres pays qui ont accueilli les réfugiés. C'est très clair, mais je crois qu'on doit respecter les droits humains dans l'Union européenne. Et maintenant, nous sommes en train de ne respecter plus les droits humains. Oubliez de dire au passage qu'il y a des problèmes de liberté de la presse, par exemple avec la mise sous tutelle du principal journal d'opposition Zaman, etc. en Turquie. Et ça, on le dit moins fort finalement, y compris en Allemagne peut-être. Oui, on ne doit pas ignorer cela. Il y a des gros problèmes avec les droits humains dans la Turquie, avec aussi le conflit avec les Kurdes. Il y a beaucoup de violations de droits humains et on ne peut pas accepter ça. Mais je crois qu'aussi, on peut un petit peu la responsabilité pour cela, pour qu'est-ce que vous avez montré avec Erdogan, avec le gouvernement. La responsabilité est aussi
pas tout seul, mais aussi la nôtre, parce que les négociations pour l'adhésion de la Turquie ont toujours été mises en œuvre avec une hypocrisie. On a dit oui, on va négocier l'adhésion, mais en même temps, l'Allemagne, la France ont dit bon, en réalité non, la Turquie peut faire des réformes. On n'a jamais été très clair, en effet, avec les Turcs. Même Angela Merkel, qui aujourd'hui est la meilleure amie de M. Davutoglu et de M. Erdogan apparemment, a dit en effet qu'à la fin du chemin, elle ne voyait pas, elle, personnellement, une adhésion pleine et complète de la Turquie. Donc, on n'a jamais été clair. On a ouvert ces négociations sans que la finalité soit tout à fait claire comme pour les autres. Non, je suis convaincu qu'effectivement, on était beaucoup trop long, ça a duré beaucoup trop longtemps, ce qui crée toute une série de problèmes. Mais on ne réglera pas le problème des réfugiés sans prendre comme Européens notre responsabilité en la matière. C'est-à-dire, si on ne décide pas d'ouvrir, on a fait tout à fait le contraire, on a fermé les portes, d'ouvrir des véritables couloirs, des chemins pour les réfugiés, avec les protections qui sont nécessaires par rapport aux réfugiés, effectivement, on se trouve dans une situation qui est d'une part d'une débilité profonde et d'autre part qui fait honte à l'idée d'Union européenne, où nous sommes obligés, parce que c'est dans cette position qu'on se met, où nous sommes obligés de faire effectivement un marchandage entre, d'une part, une négociation de négociation et, d'autre part, l'accueil de réfugiés dans des conditions dignes. Ce n'est pas acceptable. Les réfugiés sont bien accueillis. Alors, c'est ce que nous rappelait monsieur, c'est quand même la rhétorique aussi qu'on entend en Turquie, sont très bien accueillis, c'est un pays sûr, la Turquie. Je ne juge pas là-dessus, mais on ne peut pas mettre sur une balance, d'un côté l'accueil des réfugiés et de l'autre côté les droits démocratiques les plus élémentaires. Oui, alors, ce n'est pas acceptable. Il y a aussi dans la balance, il y a aussi l'histoire des visas et de la libéralisation de ces visas. Vous êtes en tant qu'entrepreneur très favorable, j'imagine, à cette libre circulation. Totalement favorable. Je dois être précis là-dessus. Je représente ici un groupe d'entrepreneurs issus de la migration que nous appelons les nouveaux Européens, parce que depuis 50 années que nous vivons en Europe, nous appartenons à l'Europe. Et il y a une partie de la Turquie qui est aujourd'hui, qui a déjà adhéré à l'Union européenne, c'est-à-dire 5 millions d'immigrés d'origine turque qui vivent ici. Alors, et beaucoup en Allemagne d'ailleurs. Et beaucoup en Allemagne. Maintenant, nous avons des intérêts parce que nous voulons qu'il y ait des entrepreneurs d'origine turque qui puissent investir en Europe. Pour une raison très simple. Aujourd'hui, le vieillissement de la population européenne est une réalité. Il y a besoin d'investisseurs étrangers et nous voyons qu'en Turquie, il y a une volonté d'investir aussi en Europe. Voilà. Ça pose peut-être un peu problème aussi aux Européens. Est-ce qu'on ne va pas remplacer un problème de réfugiés par un problème migratoire, en particulier vers l'Allemagne? Est-ce qu'on a réfléchi au fait que ces Turcs qui vont pouvoir circuler avec des visas vont peut-être pouvoir s'installer en tant que migrants? En effet, on peut aussi imaginer qu'il y ait une migration de réfugiés turcs et kurdes, parce qu'il y a beaucoup de répressions contre les personnes en Turquie. En fait, ça peut être aussi des réfugiés. Et moi, je suis d'accord qu'on ne peut pas faire en marchandise, comme vous avez dit, mais je suis aussi en faveur de la libéralisation des visas parce que la Turquie est un pays d'adhésion et toutes les personnes qui vivent à la Turquie, doivent avoir le droit de venir à l'Union européenne sans visa. Nous voyageons à la Turquie sans visa, sans problème. Et pourquoi pas, les Turcs peuvent venir pour faire des entreprises et aussi faire du tourisme, faire visite à leur famille sans visa. Pour moi, ce n'est pas un problème. Alors, M. Kouloglou, on l'a dit, le problème qui se pose aussi, et ceux qui sont le plus réticents par rapport à cette adhésion, bien sûr, ce sont les Chypriotes, que vous connaissez bien. Il y a la partie grecque, bien sûr, il y a la partie turque sur l'île de Chypre. Et on était en pleine négociation, ça se passait plutôt bien pour essayer de réunifier cette île. Et aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport au fait que ce serait l'Europe qui déroulerait le tapis rouge à la Turquie sans contrepartie pour Chypre. Ça vous inquiète aussi? Écoutez, le gouvernement chypriote veut aider tout le processus à la fois pour la démocratisation de la Turquie et aussi bien pour la question des réfugiés. Mais sous quelles conditions? Les conditions sont que la Turquie honore les obligations qu'elle a prises par rapport à la question chypriote. Ça veut dire faciliter qu'on trouve une solution acceptable pour tous les deux côtés, pour la réunification de l'île qui est absolument nécessaire. Alors, je vais faire le dernier tour de table en votre compagnie, puisqu'on va conclure sur
partenaire fiable pour l'Union européenne, finalement, la Turquie, comme on nous la présente désormais, puisqu'elle est indispensable dans cette crise des réfugiés. On va commencer par vous, Ska Keller. Partenaire fiable? Je crois que les citoyens turcs sont partenaires fiables. Je crois que le gouvernement turc, non. Mais aussi, on doit supporter les efforts du gouvernement de la Turquie d'accueillir les réfugiés. Oui, on doit supporter, par exemple, avec de financement de l'argent. Mais c'est clair qu'on ne peut pas faire la Turquie les frontières de l'Europe comme l'obligation de la Turquie de retourner tous les réfugiés chez eux. Pour moi, ça ne peut pas être le cas. On doit accueillir les réfugiés ici aussi. Tout à fait. Européenne. Alors, partenaire fiable, vous diriez? Partenaire fiable économiquement, géostratégiquement, oui, mais démocratiquement parlant, dans le respect des droits de l'homme, dans le respect de la liberté d'expression et la liberté des médias, voire même la liberté d'entreprendre, non. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait alors? On fait quand même un pacte, un grand pacte, et on les reprend par la main, clairement, les Turcs? Si l'on fait un pacte avec cet échange, en tenant compte de l'adhésion et d'autre part de la question des réfugiés, ça sera un pacte de la honte. Il est inacceptable. Partenaire fiable, dernière... Écoutez, moi j'ai beaucoup d'amis turcs qui sont tout à fait européens, qui ont une culture extraordinaire. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'on ne peut pas donner des leçons à la Turquie si, en Europe, on ne respecte pas les droits humains fondamentaux comme les droits des réfugiés et tout ça. Parce que si on utilise deux poids, deux mesures, deux critères, ça ne marche pas. Commençons par être vertueux, vous nous dites nous-mêmes. Merci à vous d'avoir participé à ce débat, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans la seconde partie au Conseil européen pour commenter plus amplement les résultats de ce Conseil avec notre grand invité. À tout de suite, juste après le journal télévisé.